Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la première étape du Tour d'Espagne, le troisième grand tour de la saison. Ça veut dire qu'on attaque quand même un petit peu la dernière partie de saison, et oui déjà, parce qu'on est mi-août et que la saison va se terminer mi-octobre, hein. Donc on est dans les 3 derniers mois de cette saison 2024 qui aura été riche, que ça soit en chute ou en rebondissement. Alors on va voir un petit peu ce qu'on va avoir à se mettre sous la dent sur cette première étape. C'est comme un prologue, mais en un petit peu plus long, ou un parcours de poursuite en un petit peu plus long. Voilà, c'est un peu le principe de ce contre-la-montre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris pour cette étape, pour ce parcours de 12 km le long de la mer. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis, si vous voulez également me soutenir, eh bien, plus vous cliquez rapidement sur les miniatures, sur les notifications, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube, et ça permet également de faire progresser la chaîne tout simplement. On commence tout de suite avec cette vidéo, et donc cette première étape, qui est donc une première étape et pas un prologue. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 7 km, on est à 12 km de contre-la-montre. Malgré tout, c'est un petit peu la même idée. C'est une mise en route, une mise en jambe du côté de Lisbonne, avec un parcours qui va se faire donc sur 12 km. C'est un parcours pour pur spécialiste. Un seul changement de direction sur ce parcours. Donc on sera quasiment tout le temps sur la même route. Un parcours très plat également au programme. La particularité, c'est qu'on sera tout le temps le long de la mer, et ça peut avoir son importance. Ça peut vraiment engendrer des difficultés pour les coureurs, notamment au niveau du vent, parce que vous savez toujours que le vent le long de la mer est souvent sous-estimé par la météo, donc il peut être en fait un peu plus important que prévu. Et puis souvent il y a de la mer, souvent il y a du vent, et puis particularité, là on part côté océan Atlantique, pas côté mer Méditerranée, ce qui fait que selon les marées, ça peut aussi faire évoluer le temps, ce qui est beaucoup moins le cas du côté de la mer Méditerranée, même si je crois qu'on m'avait dit qu'il y avait quand même une légère notion de marée, mais qui avait des conséquences beaucoup moins importantes que du côté de l'océan. On n'avait pas de chance, j'ai tout le temps été du côté de l'océan et pas du côté de la mer Méditerranée. Les spécialistes devraient vraiment s'en donner à cœur joie, les grimpeurs un peu moins, parce que c'est vrai que là, si vous n'aimez pas emmener du braquet, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour vous. La chance pour ces coureurs-là, c'est qu'il n'y aura que 2 contre-la-montre sur ce Tour d'Espagne. Ce premier jour et le dernier jour. Il n'y aura pas d'autres contre-la-montre. Donc l'importance du chrono est quand même minime par rapport aux autres difficultés qu'on aura sur le parcours. Avantage quand même plutôt aux grimpeurs, donc sur cette Vuelta 2024. On regarde tout de suite le dénivelé positif. Alors il sera de 55 mètres, pardon, j'allais dire 52-55. On en rajoute 3 mètres de dénivelé positif, ce qui représente la 21e étape du côté de ce classement. En même temps, c'est l'étape également la plus courte de ce Tour d'Espagne 2024. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Eh bien, on regarde tout de suite le parcours de cette première étape. Vous voyez, c'est très plat, 50 mètres de dénivelé positif, ça fait pas grand-chose. 12 km donc prévus entre Lisbonne et Oeiras, je ne sais pas, voilà. Alors, autant déjà l'espagnol c'est compliqué, vous allez voir que le portugais ça va être peut-être encore plus compliqué. Cruz Quebrada au kilomètre 4, à Caxias le chrono intermédiaire. Il y aura un seul chrono intermédiaire qui sera au kilomètre 7. Et ensuite donc l'arrivée du côté de cette étape, de ce chrono. On regarde le parcours. Quand je vous disais que c'était le long de la mer, et bien c'est vraiment le long de la mer. Quand vous voyez cette carte, on part de Lisbonne. Quand je vous disais aussi qu'on change pas de route, c'est qu'il y a une intersection au bout de 500 mètres, et après, bam, c'est la même route jusqu'au bout. Il n'y a pas de changement de direction. Et très peu de virages, on est sur une grosse route, très peu de virages entre ces deux villes. Voilà, donc on part de Lisbonne, du sud
pas vraiment du sud, parce que la carte est à l'envers, donc la carte n'est pas positionnée correctement, mais on part de l'ouest de Lisbonne pour aller à Oeiras, donc on va être vraiment le long de la mer, et ça va avoir son importance du côté du parcours. On regarde le final, est-ce que c'est technique, est-ce que ce n'est pas technique, je vous le montre tout de suite. Ultimos kilomètres. Ben vous voyez, hein, c'est pas technique du tout, pas de rond-point, pas d'intersection, voilà, on est sur la même route tout du long. La dernière courbe est à environ 500 mètres de l'arrivée. Alors vous voyez que sur les 4 derniers kilomètres, il y a un léger faux plat, notamment entre le kilomètre 3,5 et le kilomètre 2,8. À 2,8 km de l'arrivée, et puis à 1,5 km et 600 mètres de l'arrivée à peu près, où là, il y a de nouveau dans cette zone-là un léger faux plat, mais ça reste très très léger en termes de pente. De toute manière, vous n'avez pas de côte au niveau du classement de la montagne sur cette étape. On regarde la météo. Tout simplement grand soleil du côté de cette Vuelta, grand soleil avec des températures qui vont osciller entre 31, 32, 33 degrés. Par contre, faire attention au vent, le vent qui va être très fort, entre 25 et 50 km/h. Alors le vent qui devrait être, ces valeurs-là sont stables sur l'après-midi, hein. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas un moment où on passe de 15 km/h à 70 km/h. Mais entre 25 et 50, celui qui se prend les rafales, il va peut-être être ralenti. Celui qui ne se prend pas les rafales, il va peut-être être avantagé parce que c'est un vent du nord. Donc pour vous expliquer, Oeiras, c'est au nord de Lisbonne. On n'a pas l'impression comme ça, mais la carte n'est pas sur un nord-sud. Sur la Vuelta, normalement, les cartes de Pro Cycling Stats, je ne sais pas pourquoi, elles ne sont pas nord-sud. Ce qui est quand même plus facile pour comprendre. Donc là, c'est le nord, là, c'est le sud. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu, si j'ai bien compris, parce qu'encore une fois je peux me planter, mais normalement c'est comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention au vent qui sera donc plutôt de face sur ce parcours. Ça va donc ralentir les coureurs. Parce qu'au niveau de l'organisation, on prévoyait je crois 12 minutes pour 12 km. Ça ne sera pas ça, hein. De toute manière, déjà même en temps normal, je pense que ça aurait été compliqué d'être aussi rapide. Je pense qu'on sera aux alentours entre 14 et 15 minutes. Je pense, au niveau de ce chrono, je serais surpris qu'on soit en dessous des 14 minutes pour le parcours de cette étape. Allez, on regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Espagne. Du côté de l'histoire de cette course du Tour d'Espagne, de la Vuelta, eh bien on part de Lisbonne. Alors Lisbonne connue, entendu, pour avoir été ville de départ du Tour de Portugal, qui a désormais une version féminine. Je ne savais pas ce Tour du Portugal, je connaissais la version masculine. Cette année notamment Tivani, ancien coureur notamment de la... C'était pas la... Je sais plus le nom de cette équipe, Tivani. C'était l'équipe de deuxième division, la Coratec, voilà, j'allais dire la Cofitec, mais à chaque fois c'est les noms d'entreprises bancales. Quand je parle d'entreprise, je dis toujours la Cofitec. Donc non, c'était donc Tivani, donc ce Tour d'Espagne féminin qui, voilà, c'était la première édition, remporté par une concurrente française, India Granger, de la Team Coupe Repsol, devant Ticia Rio pour 3 secondes. Et il y avait aussi Océane Mahé qui était 5e. Ça a eu lieu au mois de juillet, voilà, cette course. Et puis vous avez également le Tour d'Espagne qui est déjà parti de cette ville de Lisbonne. Alors c'était en 97, c'était le premier départ à l'étranger du Tour d'Espagne. Jusqu'à ce moment-là, le Tour d'Espagne était seulement parti d'Espagne, c'était le premier grand départ à l'étranger. On partait de Lisbonne pour aller à Estoril sur le circuit utilisé par la F1 et par la moto. C'était une étape de 160 km qui était assez courte, remportée par Lars Mikkelsen, coureur danois des années 90-2000, passé notamment par la Française des Jeux, par Festina, mais aussi par la CSC. Il a même été directeur sportif de pas mal d'équipes de Björn Ries après sa carrière.
Coureur donc, qui avait remporté cette étape de la Volta, qui est sa seule victoire sur un grand tour. C'était un coureur qui était bon sprinter, mais également bon coureur de classique, car il a remporté Gand-Wevel Game en 95, une étape et le Tour du Qatar en 2005 et le mémorial Rik van Sterbengen en 2000. Il y a eu également une étape du Tour de Georgia en 2006, épreuve américaine, là aussi disparue depuis toutes ces grandes épreuves américaines où c'est un petit peu le calme depuis quelques années. Une étape du Tour de Suède également en 1990. Voilà, dans son palmarès, une étape du Tour du Danemark, une étape du Tour de Burgos déjà en 97, ça avait été une belle année pour lui. Il a fini sa carrière en 2007, alors comme Tom Boonen, sa carrière il l'a fini après Paris-Roubaix, et puis il avait pris une belle 11e place à ce moment-là de Paris-Roubaix, année où un certain Suerto Gradi s'était imposé du côté de la CSC, voilà, du côté de Lars Mikkelsen qui avait déjà pris une 5e place à 2 reprises en 2002 et 2005 du côté de Paris-Roubaix. Alors en tant que directeur sportif, il a été donc avec l'équipe de Björn Neuris, la CSC, puis il a passé également un temps, à l'époque c'était Saxo même, il est passé chez Radio Shack aussi en 2012, et puis chez Astana entre 2017 et 2019, et il avait été suspendu 50 jours en 2018 parce qu'il avait failli renverser un policier avec la voiture de directeur sportif lors du Tour de Yorkshire. Et puis forcément, quand on parle d'un coureur qui a fini sa carrière à la CSC, qui est passé notamment par TVM ou par Festina et qui a été manager d'Astana, forcément le dopage est présent. Ça c'est un petit peu obligatoire vu les équipes dans lesquelles il est passé, donc le doute du dopage est forcément présent. On part du côté... alors, la ville d'arrivée à Hueras, elle n'a jamais connu d'arrivée du Tour d'Espagne ou d'étape du Tour d'Espagne. Par contre, elle a connu des passages par le Tour du Portugal, notamment en 2005. Une étape, elle était partie de Hueras pour aller à Lisbonne dans ce Tour de Portugal. Elle avait été remportée par Fidel Geobani Chacon, cette étape. Où il n'y avait pas de coureur français cette année-là du côté du Tour d'Espagne. Par contre, il y avait Francesco Kiki, qui avait fini dernier de l'étape du côté de la Fassa Bortolo. Ça lui avait pas réussi le Portugal à 23 minutes, il devait être limite dans les délais, même 23 minutes. Je sais pas si... Ouais, parce que sur 169 km, ça devait être limite au niveau des délais. Tour du Portugal 2005, qui avait été remporté par Vladimir Effinkim devant Candido Barbosa. Effinkim qui à l'époque était à la Barlow World, Vladimir Effinkim, avant d'aller chez Caisse d'Épargne et d'aller chez AG2R, le coureur russe qui a fini sa carrière chez Team Type 1 Sanofi. Donc il avait dû être atteint de diabète, ce coureur-là. Parce qu'il avait rejoint cette équipe, il avait quitté AG2R en 2010 après le Tour de Suisse et il avait fait quelques courses avec Team Type 1 Sanofi qui était l'ancien nom de l'équipe Novo Nordisk à l'époque. Voilà. Il y avait Bertogliati et Baudrogui aussi, donc non, je pense que c'est l'une des années où vous n'avez pas que des mecs qui étaient atteints de dopage. J'avais aussi Alexander Effinkim aussi, qui était aussi dans ses dernières années de carrière à ce moment-là. Il y avait Benjamin King aussi, l'américain, l'australien, mais qui lui, c'était pas le même Benjamin King que l'américain qui était chez Cannondale. Il y avait Joe Roscoff aussi. Voilà, dans cette formation. Et Baudrogui, ça devait être une de ses... Oui, c'était une de ses dernières années chez les pros. Laszlo Baudrogui qui a fini sa carrière à 47 ans. Enfin, pas à 47 ans, pardon. Il a 47 ans maintenant, mais qui a fini sa carrière très vieux en 2012. Oui, il était né en 76, donc c'était pas tout jeune. Voilà. Il a un fils, tiens, Baudrogui. Je savais pas.
Valentin, il a un fils et une fille. Alors Valentin Baudrogui qui avait fait les championnats de France junior 66e et sa fille Sophie Baudrogui qui elle aussi a participé cette année au championnat de France junior 37e. Des spécialistes du chrono comme le papa qui était spécialiste du chrono. Le cycliste du jour, j'aurais pu parler de Ruben Guerrero par exemple, j'aurais pu parler de Sabido, mais j'ai préféré parler d'un autre coureur qui est né à Hueras, autre que Sabido, et c'est Sergio Miguel Paulinho. Alors certains peut-être ne le connaissent pas, c'est pourtant un coureur qui a une carrière de 2002 à 2021, mais sa fin de carrière s'est passée au Portugal, son début de carrière aussi. Il est passé chez Liberty Seguros, Astana, Radio Shack, Saxo également, avant d'aller chez Fapel. Alors, Sergio Miguel Paulinho, il est surtout connu pour un fait d'armes. On était en 2004 à Athènes, les Jeux Olympiques. Et là, il va prendre la place de vice-champion olympique derrière un certain Paolo Bettini, qui cette année-là a réussi vraiment. Ça va déclencher un truc chez Bettini qui va lui permettre ensuite d'être champion du monde. Ce titre de champion olympique, c'était une joie incommensurable pour Bettini ce jour-là. Et Paulinho avait été la surprise du jour parce qu'à ce moment-là, personne ne le connaissait. Il était dans une équipe portugale, il était chez Ela Pécole, qui était une équipe de deuxième division portugaise, mais qui n'était pas d'un grand niveau. Et puis Paulinho, jusqu'à ce moment-là, n'avait été que champion du Portugal du chrono. Donc absolument pas des grands résultats à ce moment-là pour ce coureur-là. Et il va réussir à tenir la cadence de Bettini et à prendre la deuxième place devant un certain Axel Merckx qui finira troisième. Il va remporter également la 10e étape du Tour d'Espagne en 2006. Il va remporter également la 10e étape du Tour de France en 2010. Et puis il va surtout être un équipier important, notamment pour Contador, dans les équipes où il est passé. C'était un des hommes importants du dispositif autour d'Alberto Contador notamment. C'était un coureur très important. 6 victoires chez les professionnels, mais il y a eu des étapes du Tour du Portugal. C'était pas un coureur qui gagnait beaucoup, Sergio Paulinho, parce qu'il avait souvent, encore une fois, sur l'équipier. Et le premier Français en 2004 au jeu, c'était Thomas Voeckler qui avait pris la 20e place. Il y avait eu aussi Virenque qui avait tenté des attaques et Virenque avait fini juste devant Philippe Gilbert. C'était l'une des dernières courses de Richard Virenque en plus, les Jeux Olympiques. Il fera le Grand Prix de Fournier et le Grand Prix de Wallonie. Il arrête en septembre sur le Grand Prix de Wallonie. Mais c'était l'une des dernières courses en carrière de Richard Virenque en 2004. Ces Jeux Olympiques. L'équipe de France qui était aussi avec Laurent. Il y avait qui dans cette équipe de France? Regardons la France. Il y avait Laurent Brochard, Richard Virenque, puis Chavanel et Moreau. Chavanel et Moreau avaient abandonné. Virenque avait fini comme Laurent Brochard 44 et 48 et Voeckler 20e. Il y avait combien de coureurs? Il y avait beaucoup de coureurs qui avaient abandonné. C'était dans des conditions climatiques vraiment caniculaires. Il y avait eu beaucoup d'abandons. Menchoff avait abandonné, Fréré, Astarloa, il y avait, Kirsipou, ça c'était normal. Je remonte un petit peu, Robert Hunter aussi. Cancellara avait abandonné avec Grégory Rast, Leipheimer avait abandonné, Iglinski, Backstedt, Löfquist, Clauden avait abandonné, Rasmussen avait abandonné, Tourusoft, Baden-Cook, Victor Hugo Peña, le Colombien, également. Michael Rogers aussi avait abandonné. Et le dernier coureur, c'était à l'arrivée, c'était David Krupa avec Laszlo Baudrogui, qui étaient les deux derniers coureurs de cette épreuve, qui avait fini à plus de 20 minutes. Donc voilà, le titre cette année-là pour Bettini devant Paulinho. Merckx et Zabel avaient pris la 4e place de cette course, qui était sur un parcours avec quand même quasiment 3000 mètres de dénivelé positif. 225 km quasiment, et puis un parcours dans des conditions climatiques qui étaient extrêmement dures. Du côté de la stratégie, il va falloir partir fort, mais en garder un petit peu. Si le vent est vraiment très fort de face,
Ça peut vraiment vous gêner sur la fin de parcours. On est sur un chrono qui va être aux alentours de 14-15 minutes. Donc normalement, les coureurs connaissent leur valeur sur ces temps-là de performance. Je dirais que jusqu'à 25-30 minutes, ils se connaissent bien, les coureurs. Au-delà de 30 minutes, parfois, c'est plus compliqué, mais voilà, normalement, il y a des habitudes à l'entraînement sur ce type de timing d'effort. Donc normalement, ils savent à quelle valeur il va falloir rouler. Donc on ne devrait pas avoir de défaillance, mais les défaillances pourraient arriver à cause du vent de face. Certains envisageront peut-être de faire le parcours en 13 minutes, puis ils vont s'apercevoir que ça ne va pas être facile. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis au niveau du repérage du parcours, c'est assez simple, hein. Il y a un seul virage, une seule intersection, pas vraiment de virage difficile. Donc c'est surtout repérer les qualités de goudron. C'est là où il va y avoir une importance, mais repérer les virages, c'est pas dans les virages qu'on va gagner du temps, c'est vraiment à la pédale que ça va se faire. Du côté de mes favoris, bien, j'ai mis des spécialistes de chrono. Joshua Tarling, pour commencer, le Britannique. Bah oui, même si cette année c'est un petit peu plus compliqué pour Joshua Tarling, ça reste un coureur enfin, ça a été plus compliqué au jeu, ça reste un coureur de qualité. Je pense qu'il s'est préparé pour cette Volta, on sait qu'il veut être performant sur cette course, donc il faudra faire attention aux Britanniques. Je mets également Wout van Aert, le Belge, qui lui a été bon aux Jeux Olympiques, on rappelle, derrière Remco Evenepoel, donc il faudra se méfier du Belge. Est-ce qu'il tentera le coup des deux roues lenticulaires ? Parce qu'il l'a fait aux Jeux Olympiques, là le parcours est moins technique. Est-ce qu'il va le retenter? Je ne sais pas, ça serait marrant de voir quand même. Et puis Primoz Roglic, bien entendu, qui lui n'a pas fait les Jeux, qui revient de blessure. Mais bon, il s'est préparé la Volta, Primoz Roglic. Donc il pourrait vouloir marquer un grand coup d'entrée. Et puis en gros, Scott Almeida, à domicile, Almeida, pas mauvais sur le contre-la-montre. Il faudra se méfier du coureur portugais. Du côté du programme télé, premier départ à 16h23 pour une dernière arrivée à 19h30. Eurosport 1 à partir de 17h parce que juste avant, Eurosport 1 débriefera l'étape du jour du Tour de France Femmes parce que les deux s'enchaînent très très vite. Donc nous, on se retrouvera, je ne sais pas à quelle heure pour faire le débrief de cette étape. Peut-être plutôt vers 21h30, 22h. Hein. Je pense pas avant. Le temps que tout le monde arrive et le temps de pouvoir enregistrer la vidéo avec les chronos. Il y aura le débrief du Tour de France Femmes que j'enregistrerai moi à partir juste après l'arrivée pour essayer voilà, de pouvoir rater un minimum de coureurs du côté de cette étape. Eh bien, nous, on se retrouve donc ce soir pour faire le débrief de cette journée. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et ciao, ciao sur la Méric Production.